d'être extrêmement active et proactive à l'échelle mondiale. Donc voilà, ça c'est pour le cadrage un petit peu général. Et puis je suis vraiment très heureux qu'on parle de l'énergie, parce que l'énergie, aujourd'hui, ce n'est pas à un niveau national qu'il faut l'avoir, c'est bien à un niveau européen. Et l'Union européenne a un rôle clé à jouer là-dessus, surtout depuis le traité de Lisbonne de 2007, qui définit un rôle pour l'Union européenne. Alors, effectivement, chaque pays est responsable de son mix énergétique. Mais l'Union européenne donne de grandes indications. Ces indications, la plus importante, c'est l'indication du Green Deal, dont vous avez commencé à parler tout à l'heure. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long, parce que je pense que l'important, c'est que aussi je puisse répondre à toutes vos questions. Donc, je vais essayer de vous brosser un petit portrait et puis après de répondre à vos questions. Parce que la thématique est très large et il y aurait sans doute beaucoup trop de choses à dire. Donc, le Green Deal, c'est la neutralité carbone en 2050. À l'heure du réchauffement climatique, à l'heure de toutes ces problématiques que l'on connaît, l'Union européenne a dit maintenant il faut arrêter, il faut montrer l'exemple. Ça doit être un peu un phare dans l'Union européenne. L'Union européenne doit être un phare dans le monde et montrer en premier l'exemple. Alors avant les États-Unis qui, à l'époque de M. Trump, étaient très axés sur la production et la pollution. Et puis avant la Chine, qui, elle, pollue tout ce qu'elle peut aujourd'hui et qui n'est pas du tout dans cette logique-là. Tout ça pour rattraper en fait un retard économique sur l'Union européenne. Donc l'idée du Green Deal, c'est de dire neutralité carbone en 2050 et on axe toutes les politiques de développement de l'Union européenne pour permettre d'atteindre cette neutralité carbone avec des rendez-vous intermédiaires en 2040, en 2030. Et en 2030, l'objectif, c'est 55% de réduction des émissions carbone pour l'Union européenne. Alors, c'est des objectifs hyper ambitieux sur un très court terme, mais bon, vous savez comme moi, en politique comme ailleurs, comme dans les sociétés, comme dans les entreprises, il faut parfois fixer des objectifs très élevés pour tendre vers cet objectif le plus possible, sans doute être en capacité d'y arriver, ou peut-être d'y arriver, tant mieux. Mais le but, c'est déjà d'être extrêmement ambitieux et de se donner les moyens d'y arriver. Et donc, le principe de ce pacte vert, c'est l'objectif majeur de la Commission européenne, de la Commission von der Leyen, qui l'a annoncé, qui l'a présenté. Et tout le monde va dans ce sens-là. Donc, tous les industriels vont dans ce sens-là. Il y a des fois un peu ce qu'on appelle du greenwashing, c'est-à-dire que tout le monde va faire semblant aussi un petit peu de faire de l'écologie, de l'anticarbone, pour aussi se donner une nouvelle image, et puis il ne va pas forcément faire des efforts. Ça aussi, ça existe. Et donc, ça existe pour le domaine industriel, et ça existe également pour le domaine énergétique, où, à l'échelle de 2050, toutes les énergies fossiles vont être condamnées. Plus de gaz naturel, plus de pétrole à l'échelle de 2050. Ça veut dire d'autres énergies pour remplacer le pétrole et le gaz naturel. Alors, évidemment, il y a tout un débat qui s'organise à travers les différentes institutions européennes. Ça peut être la Commission européenne, évidemment, mais surtout, les débats sont au Parlement européen, aussi un petit peu au Conseil européen. Donc, je vous rappelle, je ne sais pas si vous êtes des habitués des questions européennes, mais pour faire relativement simple, la Commission européenne, c'est un petit peu le gouvernement. Le Parlement européen, c'est le Parlement. Et le Conseil européen, c'est un petit peu la présidence de la République, bien qu'elle soit aussi co-législateur. Mais le Conseil européen, c'est les chefs d'État des 27 États membres de l'Union européenne qui se réunissent et qui donnent aussi leur avis. Et qui ne sont pas toujours extrêmement d'accord sur ce qu'il faut faire. Voilà. Et la question nucléaire est extrêmement clivante. Au niveau du Conseil européen, il y a peut-être 9 pays qui sont alliés de la France sur ces questions-là, et puis d'autres qui sont farouchement opposés, d'autres qui sont un petit peu neutres. Et puis au Parlement européen, il y a aussi des clivages très très forts. Mais par contre, il y a une ouverture d'esprit au Parlement européen parce qu'on a quand même la chance, par rapport à un Parlement national, où c'est plus des logiques de groupes politiques, de majorité et d'opposition. Quand on est de la majorité, on vote les textes de la majorité, puis quand on est de l'opposition, on vote contre. Voilà, c'est un peu la règle. Tandis qu'au Parlement européen, il n'y a pas de discipline de vote dans les groupes politiques, ce qui fait qu'en fait, chacun peut un peu voter comme il le sent, en fonction de son ressenti, pour tel ou tel texte. Donc ça veut dire aussi quelque chose d'extrêmement intéressant au Parlement européen, dû notamment à cette représentation proportionnelle, c'est que les majorités, il faut les chercher de façon transversale dans les groupes politiques. Et le Green Deal a été validé comme ça.
S'il n'y avait que les Verts qui votaient le Green Deal, donc qu'on appelle pacte vert en français, hein, mais bon, on parle plus du Green Deal, eh bien voilà, les Verts aujourd'hui au Parlement européen, c'est 60 députés sur 700. Bon, il n'aurait pas fait une majorité là autour. Mais il y a eu de façon transversale des gens sensibilisés à la cause de l'écologie, à la cause du climat, tant dans mon groupe, hein, moi je suis issu du groupe Renew Europe, qui est le groupe central, on va dire centriste, donc c'est plutôt la majorité présidentielle en France, hein, donc avec 4 formations politiques, La République En Marche, le Mouvement démocrate dont je suis issu, Agir, et puis également le Mouvement radical. On est les 4 ensemble, et puis on pousse un petit peu la dynamique française au niveau du Parlement européen. Et donc on a cette capacité d'aller chercher des partenaires tant chez les socialistes que donc ça s'appelle le SND, qu'à droite, chez le PPE, que chez les Verts également. Et c'est comme ça qu'on peut créer des majorités. Et le Parlement européen a cet avantage de ne pas être systématique. C'est-à-dire que, bon, puisque vous occupez un peu de la filière nucléaire, il n'est pas viscéralement antinucléaire et il n'est pas viscéralement pro-nucléaire. Il faut avoir suffisamment de finesse dans nos approches pour trouver la bonne dose. Alors, je suis désolé, je parle déjà de politique avant de vous parler un petit peu du fond, mais c'est quand même assez important. Au tout début du mandat, j'ai défendu un amendement par rapport au Green Deal en expliquant, donc j'ai présenté cet amendement, tout le monde m'a dit tu vas te faire casser quelque chose de bien, ben, finalement mon amendement il est passé. C'était un amendement qui disait que le nucléaire avait son rôle à jouer pour l'atteinte de la neutralité carbone en 2050. Ni plus ni moins que ça. En fait, il contrait un amendement d'un autre groupe politique qui disait qu'il fallait absolument interdire le nucléaire dans l'atteinte des objectifs du Green Deal. Alors, bon, ça ne m'a pas plu, j'ai fait mon amendement, tout le monde m'a dit tu vas te casser la figure. Et ben on allait voir tout le monde, hein, dans tous les groupes politiques, pour expliquer pourquoi il ne fallait pas se fermer. Alors, je vais peut-être pouvoir vous l'expliquer, hein, que sur le Green Deal, il est clair que l'objectif de décarbonation en 2050, sans nucléaire, il ne sera pas atteint. C'est absolument impossible. C'est aussi clair et tranché que ça. Donc, en fait, pas mal de collègues qui n'étaient pas forcément pro-nucléaire, qui craignent évidemment toujours la partie déchets, et ben, se sont dit, ben oui, effectivement, on veut. Je dis, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez atteindre la décarbonation ou vous ne voulez pas l'atteindre? Si vous voulez l'atteindre, vous ne devez pas fermer cette porte. Et donc, on a fait un vote, et puis, contre toute attente, le Parlement a voté pour mon amendement qui est passé. Alors, d'aucuns ont qualifié ça d'amendement pro-nucléaire, évidemment, puisque, bon, voilà. Mais pour moi, c'était un amendement de bon sens qui permettait de laisser les portes ouvertes pour atteindre cet objectif de décarbonation en 2050. Alors, si je raconte tout ça, c'est parce que sur cette base, un député suédois du PPE, donc la partie droite en fait, du Parlement, qui avait voté pour mon amendement, m'a dit écoute, c'est fantastique, tu as réussi un truc pro-nucléaire. Moi, je présente un amendement pro-nucléaire. Et le gars, il est venu, mais de façon très, comment dirais-je, très directe et un peu abrupte avec son amendement pro-nucléaire. Je dis bon, écoute, je vais le voter, évidemment. Je vais t'aider, mais ce n'est pas la bonne méthode. Avec quelque chose d'aussi direct et brut, tu n'y arriveras pas. Et donc, il l'a présenté, et puis il a perdu de plus de 200 voix. Vous voyez, donc en fait, la bonne vieille société politique traditionnelle où on est soit pour, soit contre, sans nuance, elle existe plus, elle n'existe pas au Parlement européen. Et j'allais dire qu'il faut faire un peu en même temps, c'est-à-dire voilà, un petit peu de... Il y a de la nuance, hein, la vérité, elle n'est pas blanche, elle n'est pas noire, elle est grise. Hein, et donc, il faut, dans cet espace central, trouver la bonne composition, la bonne alchimie pour défendre les intérêts des Européens. Et quand moi, je milite au niveau énergétique pour défendre le Green Deal et la part du nucléaire dans le Green Deal, je défends les intérêts des Européens. L'intérêt de l'Europe, c'est d'atteindre la décarbonation en 2050. Et dans ce cadre-là, eh bien, il nous faut une part de nucléaire. Alors que ce soit pour de la production électrique pure, mais que ce soit également peut-être pour de la production d'hydrogène à partir du nucléaire, également extrêmement important pour l'autonomie stratégique de l'Union européenne. Et ça, c'est un peu les enseignements, si vous voulez, de la crise du Covid. On s'est aperçu qu'on dépendait à 80%, nos médicaments étaient fabriqués à 80% à l'autre bout du monde. Eh bien oui, on ne peut pas tout le temps dépendre des autres parce qu'il y a un moment où on risque d'être replié sur nous-mêmes et il faut qu'on soit en capacité d'être en autonomie. Alors,
Aujourd'hui, l'autonomie, c'est voilà, pour la France 3 mois de réserve énergétique, je crois. Donc, on a l'obligation, avec le gaz, avec le pétrole, avec le nucléaire, on a l'obligation d'être en autonomie si tout est fermé pendant 3 mois. Mais aujourd'hui, l'Union européenne, 60% de son énergie vient de l'extérieur. 60%. Donc, c'est du gaz naturel qui vient du Maghreb, du Moyen-Orient, qui vient de Russie, qui vient de Norvège, qui n'est pas un pays européen, qui est un pays associé à l'Union européenne, qui fait partie de l'espace économique européen, mais qui n'est pas un pays membre de l'Union européenne. Gaz naturel et pétrole, voilà, c'est à peu près les mêmes fournisseurs, plus, ne l'oublions pas, le gaz naturel liquéfié qui arrive dans nos ponts méthaniers français, hein, que ce soit près de Nantes, près de Marseille ou à Dunkerque. Et là, c'est du gaz de schiste américain, bien souvent, qui est amené dans des bonbonnes. Et, voilà. Et quand en fait les Américains luttent contre les gazoducs russes, en fait, c'est pour mieux nous passer son gaz liquéfié, leur gaz liquéfié provenant souvent du gaz de schiste. Donc voilà, il y a une sorte en fait, de volonté de maintenir la dépendance de l'Union européenne des autres. Et là-dedans, dans l'autonomie stratégique, il est évident que tout ce qui peut nous permettre de produire chez nous est un avantage énorme. Et donc, notamment au niveau nucléaire, à condition effectivement d'avoir suffisamment de réserves d'uranium, notamment, c'est un élément important. La France est aujourd'hui une des moins dépendantes de l'extérieur au niveau énergétique. Et le meilleur élève au niveau du carbone, puisque comme vous l'avez relevé, l'énergie nucléaire ne dégage pratiquement pas de carbone. Donc, la France est à la fois en autonomie stratégique et en même temps en vertu climatique. C'est un peu unique dans l'Union européenne, hein, parce qu'en fait, quand vous regardez la carte de l'Union européenne, les pays qui sont les plus en autonomie stratégique au niveau énergétique, ce sont ceux qui polluent le plus. Prenons l'exemple de la Pologne. La Pologne dépend très peu de l'extérieur. Mais la Pologne se chauffe au charbon, fait tourner son industrie au charbon. Et évidemment, le charbon, c'est du carbone. Hein, donc, on dégage énormément de gaz carbonique en Pologne au nom de l'autonomie. En Estonie, par exemple, plus aux antipodes possibles de l'Europe occidentale, en Estonie, ils sont à 80% en autonomie énergétique, mais ils brûlent des schistes bitumineux, qui sont des dérivés du pétrole, qui effleurent naturellement chez eux. Donc, en fait, il y a chez certains pays une totale dépendance des importations extérieures, dans d'autres pays, une totale autonomie, mais polluante. Et nous, le modèle français, on est un petit peu plus vertueux là. Donc voilà, à peu près sur le Green Deal, vous avez un petit peu intégré les questions qui vous intéressent directement sur la filière nucléaire. Alors là-dedans, il y a également évidemment les différents plans de relance qui vont permettre aussi en France donc de poursuivre la recherche et développement dans différentes énergies, dont l'hydrogène et le nucléaire, parce que je n'oublie pas les recherches sur le SMR, sur donc, du nucléaire offshore, sur d'autres possibilités qui peuvent se présenter, qui peuvent être intéressantes. Donc ça, dans les plans de relance, c'est prévu. Même la Commission européenne, pour son schéma de 2050, prévoit aujourd'hui une part de nucléaire dedans. Elle a bien compris qu'on n'arriverait pas sans nucléaire. Mais on se heurte quand même à pas mal de dogmes au niveau du Parlement européen, c'est-à-dire que certains veulent faire un mauvais en même temps, c'est-à-dire qu'ils veulent en même temps arrêter la pollution au carbone et en même temps empêcher le nucléaire, ce qui est antinomique. S'ils veulent faire les deux, ils n'y arriveront pas. Et donc, il y a un certain nombre de combats qui sont menés sur des sujets comme le fonds de transition juste, par exemple, qui est là pour aider les pays, notamment les pays de l'Est, à sortir des énergies carbonées. Donc, ça peut concerner la Pologne, la Tchéquie, donc République tchèque, la Slovaquie, un peu la Roumanie. Donc, tous ces pays qui veulent sortir d'une production carbonée, eh bien, il y a quand même eu moyen, dans les textes qui ont été adoptés, d'avoir un article qui interdit d'avoir recours au nucléaire. Bon. La taxonomie européenne est un sujet extrêmement important. La taxonomie européenne, c'est les énergies qui vont être autorisées à avoir des investissements privés. Dans la taxonomie européenne, il y avait un accord au Conseil européen pour que le nucléaire en fasse partie.
eh bien, il y a quand même une rapporteure du PPE qui a eu l'idée géniale de séparer en deux l'acte délégué sur la taxonomie pour faire d'un côté toutes les autres énergies et après, 8 mois après, de voir à part, dans le cadre de la taxonomie, l'éventuel soutien au nucléaire, à condition que le rapport d'experts prouve qu'il n'y ait pas de danger pour les déchets, etc. Bon. Donc, on va essayer de faire un traitement à part sur le nucléaire pour que, justement, ce que je disais tout à l'heure avec le collègue suédois qui était venu avec quelque chose de spécifiquement nucléaire. Donc, en fait, on risque de voter à part une taxonomie pour le nucléaire qui a des risques d'être rejetée, alors que si cette partie nucléaire était intégrée dans un package global d'énergie à soutenir pour le Green Deal, eh bien, ça passerait plus facilement. Donc, vous voyez, donc tout est bon pour essayer d'un petit peu combattre et être un peu dans le dogme. Et moi, je trouve toujours ça très dommage parce que quand on est dans le dogme, on n'est pas dans l'efficacité. Et puis, on fait pas vis-à-vis des gens ce qu'on a annoncé vouloir faire. Si on annonce qu'en 2050, il ne doit plus y avoir de dégagement carboné dans l'Union européenne, on ne se met pas des fers aux pieds en s'interdisant le nucléaire et donc en empêchant d'arriver en fait à l'objectif défini. Donc voilà, donc il y a tout un travail à faire d'explication, de pédagogie, et donc on travaille très très dur là-dessus. Alors, moi je suis investi dans la commission industrie, recherche et énergie. Et donc toutes les questions du nucléaire sont évidemment traitées chez nous au même titre que d'autres thématiques. L'hydrogène, je suis beaucoup investi sur les questions d'hydrogène en ce moment, mais là aussi il y a un combat. Donc il y a des gens qui ne veulent pas que l'hydrogène produit à partir de nucléaire soit autorisé. Donc il faut expliquer, mais il faut faire preuve de pédagogie. Et souvent le problème, bon, moi je viens un peu d'un domaine de l'énergie, donc ce n'est pas du tout ma formation d'origine. Moi je suis historien et journaliste à la base, mais toute ma famille a travaillé dans l'énergie depuis plusieurs générations au sein des usines Alstom, donc fournisseurs notamment de... Voilà, ma jeunesse, c'était les turbines à gaz, les centrales combinées, toutes ces choses-là, souvent liées d'ailleurs à des centrales nucléaires, mais plus souvent à des centrales à gaz. Et donc, voilà, moi je suis un peu dans ce bain-là, mais il y a plein de collègues députés européens qui n'ont pas la moindre connaissance des réalités industrielles ou énergétiques et qui ont droit de vote au même titre que les autres. Donc, il faut faire preuve de pédagogie, aller leur expliquer pourquoi c'est important de proposer quelque chose d'un petit peu différent. Alors, donc, sur l'hydrogène en particulier, il faut leur expliquer que bon, faire de l'hydrogène à partir des éoliennes et puis de l'énergie solaire, c'est bien beau, mais on n'arrivera jamais à produire deux fois 40 gigawatts d'hydrogène en 2030 si on se repose exclusivement sur l'éolien et le solaire, avec une efficience hyper faible. Hein. Quand vous faites de l'hydrogène à partir du solaire, et que vous en refaites de l'électricité derrière, vous êtes à peu près à quoi? À 15%, 20% d'efficience. Alors que quand vous mettez l'éolienne directement dans le réseau électrique, on est à 90%. Donc il y a une grosse perte et donc il y a peu de production. Alors que quand vous avez de l'hydrogène produit à partir de nucléaire, eh bien évidemment, vous avez des plus gros volumes à produire et donc on peut le stocker. Et donc ce stockage permet également l'autonomie stratégique. Donc ça nous ramène à notre dernier petit sujet peut-être que je vais évoquer avec vous. J'espère que je ne suis pas trop long avant vos questions. Donc moi je suis rapporteur, comme vous l'avez dit, pour le Parlement d'un rapport qui s'appelle l'intégration des systèmes énergétiques. Et ça, c'est quelque chose qui sera utile à tout le monde. C'est-à-dire que pour moi, l'avenir de l'Europe, ça passera par un mix énergétique où chaque énergie décarbonée aura sa place. Aucune ne doit avoir vocation à remplacer toutes les autres. Chacune aura sa place. Et chacune apportera son plus. Alors, l'intégration des systèmes énergétiques, c'est comment avoir de bons réseaux, comment avoir de l'énergie renouvelable, comment avoir des garanties d'équilibre du système électrique quand il y a trop de vent ou quand il n'y a pas assez de vent, quels sont les moyens de production qui peuvent être mis en place, comment garantir un équilibre européen, parce que un réseau de qualité permet aussi de s'en sortir. J'aime bien prendre l'exemple éolien, hein, désolé, mais en mer Baltique, les Allemands ont des fermes très dynamiques, des fermes éoliennes qui fonctionnent très bien. La dernière fois, il y a eu un énorme coup de vent. Les Allemands, n'ayant pas de réseau, contrairement à la France, ils n'ont pas un réseau électrique très, très performant, ils étaient incapables
d'intégrer dans le réseau l'énergie qui arrivait. Conclusion, ils étaient obligés de découpler les fermes éoliennes pour qu'il n'y ait pas de blackout. Et en découplant les fermes éoliennes, ils ont été obligés de payer des indemnités à leurs fermiers éoliens. Donc ça leur a coûté une somme folle. Alors non seulement ils n'ont pas diffusé d'énergie, mais en plus ça leur a coûté une somme folle. Et donc le système d'intégration que je défends va permettre d'équilibrer tout ça. C'est-à-dire que si il y a un gros coup de vent en mer Baltique, ça peut avoir du sens d'aller peut-être fournir la République tchèque, la Suisse, l'Italie, et puis d'éviter peut-être de démarrer une centrale à gaz, une centrale au charbon, parce qu'il y aura suffisamment d'énergie qui viendra du Nord à certains moments, et compenser à d'autres moments également. Donc voilà à peu près l'esprit de ce rapport sur l'intégration des systèmes énergétiques, où évidemment je reconnais toute la place que doit occuper le nucléaire en tant qu'énergie décarbonée. Je l'assume pleinement et je n'ai pas de difficulté avec ça. Et donc ce rapport sera voté au mois de mars au Parlement européen. Donc on a pour l'instant des débats à l'intérieur de nos commissions. Je réunis mes shadow rapporteurs, puisque vous savez qu'au Parlement, en fait, dans chaque groupe politique, donc je suis rapporteur pour le Parlement et chaque groupe politique me nomme un rapporteur pour son groupe. Et on essaye de trouver le plus de compromis possible, justement, au nom de cette majorité qu'on a trouvée. Mais bon, c'est plutôt bien parti parce que la notion d'intégration de système énergétique est quelque chose qui est plutôt partagé. Et donc, j'ai bon espoir de faire valider mon projet, qui reconnaît une place pour toutes les énergies, qui ne dresse pas le nucléaire sur un piédestal, parce que là, ce serait la meilleure façon de se faire tirer à vue. Mais le nucléaire fait partie totalement prenante de cette solution que je propose. Donc voilà, peut-être, je ne sais pas si ça correspond à peu près à vos attentes. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pu développer ces divers points. Donc on va passer au niveau des questions. Donc ce qui était quand même intéressant, c'est vous avez quand même pas mal mis en avant sur lesquels que vous travaillez et également ce que vous pensez. Nous on va davantage un petit peu sonder ce qui se fait au niveau, enfin les pensées au niveau européen. Quentin, si tu veux bien commencer, si tu as. Oui. Alors, la démarche du Green Deal, c'est à l'initiative de l'Europe. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a une volonté d'étendre la démarche à un niveau international ou... Alors, c'est une très bonne question parce que, en effet, le Green Deal, c'est pour l'Union européenne. Et c'est tout d'abord pour montrer un modèle au monde. Donc, l'idée, c'est qu'en Amérique du Nord, du Sud, en Afrique, en Asie, voilà ce que font les Européens. Ah, c'est bien, puis effectivement, parce que le réchauffement climatique, c'est un vrai problème. Nous aussi, on doit s'y mettre. Et à ce moment-là, quand ils voudront s'y mettre, en fait, notre tissu industriel et énergétique européen aura un avantage, parce qu'il aura déjà su s'adapter. Et il pourra proposer ces solutions aux autres continents, là où ils ont aujourd'hui des énergies qui polluent. Donc ça, c'est l'exportation du modèle. C'est-à-dire qu'il faut déjà qu'on réussisse. Si effectivement c'est un échec, ce sera difficile d'exporter un échec. Donc il faut qu'on réussisse et qu'on puisse le proposer aux autres continents. Et puis après, il y a évidemment une incidence pour les autres continents. C'est-à-dire qu'on va défendre nos entreprises européennes. Parce que, évidemment, à partir du moment où vous mettez des contraintes de non-dégagement de carbone pour notre acier, pour notre ciment, pour nos systèmes de chauffage, évidemment, vous allez, dans un premier temps, surenchérir le coût. Donc, ça serait très facile que des productions asiatiques, par exemple, viennent chez nous après ce qu'on appelle les fuites de carbone. Oui, donc, c'est plus possible de faire du carbone en Europe, on va le faire en Asie. Et puis, on va importer des produits d'Asie. Et ils viendront en Europe, pas cher, évidemment, parce qu'en général, en Chine, c'est gavé aux subventions d'État. Donc, les produits arrivent comme les panneaux photovoltaïques à l'époque, où c'était subventions d'État chinoises, qui faisaient que les produits arrivaient pas cher du tout et qu'ils ont entièrement cassé notre industrie, avec en plus des subventions européennes pour les acheter en Europe. Donc, c'était quand même un comble, cette stratégie-là. Ça ne sera pas possible. Parce que, en raison du Green Deal, on va mettre en place des taxes aux frontières. On n'appelle pas ça des taxes. C'est le mécanisme d'inclusion carbone. Donc, c'est-à-dire que de l'acier ne pourra plus rentrer dans l'Union européenne sans montrer son passeport énergétique. Comment il était fabriqué, avec du carbone ou sans carbone?
Parce que vous savez qu'on peut fabriquer de l'acier sans carbone. Hein, et le but, ce n'est pas de dire demain on fabrique plus d'acier dans l'Union européenne. C'est de dire comment on fabrique de l'acier sans dégager de carbone. Donc, en fait, très simplement, les aciéries pourront parfaitement fonctionner à l'hydrogène. On pourra brûler l'hydrogène. L'hydrogène ne dégage que de la vapeur d'eau. Hein, donc, il n'y a pas de dégagement carboné, y compris pour les cimenteries. Et là, je vous donne quelques exemples, mais il y a déjà des expériences qui sont en train d'être faites. En Allemagne, en France, en Suède, on est en train d'essayer ce système. Alors, effectivement, ça va être un peu plus coûteux, puisqu'il va falloir adapter les outils industriels. Donc, on va se produire de l'acier relativement cher. Mais quand l'acier venant du Brésil, par exemple, ou de la Chine, arrivera aux frontières de l'Union européenne, eh bien, il va être taxé. Ça va être taxé en disant, il y a ça, il y a le transport. C'est quoi votre bateau? Ah ben oui, ok, ça tourne au fioul. Bon, ben, donc il y a une empreinte carbone sur le transport. Il y a une empreinte carbone sur la fabrication. Ben voilà, la surtaxe pour vous, c'est ça. Et donc, à ce moment-là, on pourra aussi permettre à notre industrie de se développer. Enfin, en tout cas, d'avoir une vraie, on est quand même sur un marché concurrentiel, hein, d'avoir une concurrence équitable, avec les mêmes règles pour tout le monde à travers le monde. C'est-à-dire que les entreprises du reste du monde pourront toujours venir sur notre continent, avec plaisir, faire du commerce, mais avec les mêmes règles que celles qu'on impose à notre industrie européenne. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Rodolphe, qui a également une question. Ouais, bonjour. Bonjour. Donc j'avais une question, c'était aussi une réduction des émissions de CO2 de 50% en 2030. N'est-ce pas un objectif utopiste sans de grosses récessions comme celle-ci provoquée par la Covid-19? Alors, je fais partie de ceux qui pensent que c'est très délicat d'avoir des objectifs aussi courts pour 2030. Autant je trouve que pour 2050, les 100% de réduction, c'est bien. Autant avoir des objectifs contraints sur moins de 10 ans maintenant, hein, 2030, c'est dans 9 ans. Hein. Bon. Je trouve ça très, on va dire, délicat. Quand je dis ça, je vous parle tout à fait franchement, j'ai pas de langue de bois, il faut le savoir. Donc il y avait une sorte de course à l'échalote là, il y a quelques mois au Parlement européen pour dire 50, c'est pas suffisant, moi je veux 55, ah, t'es pas assez écolo, moi je veux 60, ah ben non, moi je veux 65. Donc il y a une sorte de course démagogique aux annonces de réduction qui n'était pas du tout réaliste, mais qui était totalement politique. C'est-à-dire, voilà, moi je suis plus écolo que toi, donc je veux 5% de plus. Et moi, sous forme de boutade, je lui ai dit, écoutez, finalement, en 2030, on va peut-être demander 120% de réduction. Comme ça, on sera plus écolo que ceux qui veulent 100. Donc, en fait, il y avait vraiment un faux débat qui était purement politique pour moi. Mais bon, maintenant, ce n'est pas 50, c'est 55. Hein, c'est le chiffre qui a été retenu par la Commission européenne et qui a été validé par le Conseil. Le Parlement voulait plutôt 60. On va finir à 55. C'est un objectif très haut, qui est assez difficile pour moi, à mon avis, parce qu'en fait, le temps industriel est extrêmement long. Vous avez peut-être vu que sur l'aviation, Airbus nous annonce un avion à l'hydrogène pour 2035. Pour moi, ça me paraît totalement fou, totalement irréaliste. Je pense que 2040, 2045, c'est possible. Mais 2035, ça veut dire que dans 6 ans, Airbus a entièrement fini son projet, parce qu'il faut plusieurs années de qualification, des années de sécurité, etc., avant de pouvoir mettre un tel appareil à l'œuvre. Alors, s'ils y arrivent, tant mieux. Moi, je suis vice-président de l'intergroupe Sky and Space, donc ciel et espace. Donc, je suis hyper content s'ils y arrivent. Mais ça me paraît hyper ambitieux. Alors, là, on est plus sur de la politique que sur du technique. Est-ce qu'il faut mieux afficher quelque chose d'extrêmement ambitieux pour tendre vers cet objectif, quitte à dire on ne l'a pas réalisé, mais on est en bonne voie. Voilà, on est finalement à 40 ou à 45, on n'est pas à 50. Bon, est-ce que c'est pas mieux comme ça que de dire on va faire 30? Voilà. Donc peut-être qu'à certains moments, il faut être plus ambitieux, se donner les moyens d'y arriver, puis si on n'arrive pas, c'est pas si grave. L'essentiel, c'est qu'en 2050, on soit à 100. Voilà. Mais c'est clair aussi que si on dit aux gens, aux industriels notamment, aux énergéticiens, rendez-vous dans 30 ans pour être à 100% de réduction, personne ne va faire d'efforts dans l'immédiat.
Parce que 30 ans, c'est loin. On se dit toujours, avec les politiques, on arrivera toujours à trouver un petit discours. On ne peut pas y arriver, donnez-nous encore un moratoire de 30 ans. Voilà. C'est ce qui pend aussi au nez. Donc, le fait d'avoir comme ça des strates intermédiaires, ça permet quand même d'avoir un degré d'exigence peut-être trop fort, mais qui pousse en fait chacun à l'excellence, à pousser la recherche et développement notamment. Et là-dessus, j'insiste sur un point, l'Union européenne a quand même un programme qui s'appelle Horizon Europe, doté de 90 milliards d'euros pour 2021-2027, et sur lequel il y a toute la place pour la recherche et développement dans tout ce qui est énergie non fossile. Et donc là, sur l'hydrogène notamment, il y a énormément de brevets qui sont en train d'être déposés. Il y a beaucoup d'entreprises qui se positionnent pour innover et pour trouver des solutions décarbonées. Ok, merci beaucoup. Moi, je vais avoir une question. Donc, à l'heure actuelle où l'énergie nucléaire n'est pas clairement acceptée par l'Union européenne, si dans l'éventualité qu'elle n'est pas validée, est-ce que les États membres qui voudront mettre en place un parc de production de centrales nucléaires, est-ce qu'ils seront pénalisés par rapport aux autres, vu qu'ils sortent un petit peu ou qu'ils sortiront du plan initial prévu par l'Europe? Alors, attention, parce que vis-à-vis des traités, chaque pays est responsable de son mix énergétique. Donc, il n'y a pas d'interdiction. Si le nucléaire n'est pas retenu dans un certain nombre de textes, il n'y aura pas d'interdiction. Chacun pourra s'équiper comme il le souhaite pour avoir sa production énergétique. Mais le problème, c'est qu'il y a des pays qui ont des PIB très élevés, la France, l'Allemagne, puis il y a des pays qui ont des tout petits PIB. Je prends l'exemple de l'Estonie. J'aime bien cet exemple parce que l'Estonie dépend à 80% du pétrole. Je vous l'ai dit tout à l'heure, schiste bitumineux pour se chauffer. En plus, c'est très au nord, donc il fait souvent froid, donc il y a beaucoup de consommation énergétique. Ce pays-là, son PIB, c'est 1% du PIB de l'Allemagne. C'est très, très faible. Et donc, s'il veut sortir de son schiste bitumineux, il n'a pas les moyens financiers d'acheter une centrale nucléaire, par exemple. Ça lui coûterait beaucoup trop cher. Sauf s'il y a des fonds européens qui le permettent. Alors, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure du fonds de transition juste. Voilà, que j'appelle moi le fonds de transition pas juste. Parce qu'un pays qui dit je veux sortir du carbone, je veux prendre telle énergie pour sortir du carbone, ah non, celle-là, vous pouvez sortir du carbone, mais non, celle-là, elle ne peut pas vous financer. Bon, c'est pour ça que je trouve ça pas foncièrement juste. Par contre, je vais terminer mon raisonnement quand même. Donc, alors, non, vous ne pouvez pas prendre le nucléaire qui ne dégage pas de carbone, mais le fonds de transition juste, il vous permet quand même de prendre du gaz naturel qui lui dégage du carbone, mais c'est peut-être mieux que le charbon parce que ça dégage un peu moins, etc. Donc voilà, il y a une sorte en fait d'ambiguïté là-dessus. Bon, mais ça c'était pour vous parler du fonds de transition juste sur lequel il y a des éléments de débat qui ne sont malheureusement pas arrivés. Mais donc en fait, l'Estonie pourrait parfaitement décider de s'équiper d'un parc nucléaire pour sortir du carbone, mais n'aurait pas de subvention européenne. Donc n'a pas forcément les moyens. Alors, ça peut être à ce moment-là aussi les pays qu'on va appeler producteurs qui proposent en fait des services d'énergie nucléaire qui peuvent aussi dire voilà, dans le cadre de coopération, ben, écoutez, si vous nous prenez ça, on vous donnera ci, etc. Il peut y avoir aussi des possibilités indirectes d'aide, mais l'énergie nucléaire n'est pas la moins chère. Il y a quand même des investissements très lourds pour avoir de l'énergie nucléaire, en tout cas en grande production. Alors, c'est clair que ce n'est pas vrai pour les Small Modular Reactors, donc les SMR, ce n'est pas vrai pour certaines petites centrales peut-être assez fondues, comme il y en a certaines qui se développent actuellement en Chine, ils sont en train de développer des modèles là-dessus. Donc, il y a aussi une forme de nucléaire offshore qui peut être peut-être plus accessible, parce que ce sera beaucoup moins cher, parce que l'Estonie n'est pas non plus un pays de... Voilà, il n'y a pas 30 millions d'habitants là-bas, donc peut-être que des plus petites formules peuvent aussi bien leur convenir. Hein, mais il n'y aura pas d'interdiction, mais il n'y aura pas d'incitation. Et donc financièrement, certains de ces pays ne peuvent pas avoir de possibilité de développement. C'est tout le débat qu'on a d'ailleurs. Vous savez, on parle actuellement des champions européens, des alliances européennes. C'est quelque chose qui est très à la mode, qui marche très bien d'ailleurs. L'Alliance européenne des batteries électriques,
l'Alliance européenne de l'hydrogène. Eh bien, il y a un certain nombre de pays qui sont contre les alliances européennes. Parce que ces pays-là n'ont pas les moyens de donner des subventions d'État. Vous savez que les alliances européennes, c'est un système de dérogation aux règles du marché commun. Autrement dit, quand vous faites partie d'une alliance européenne et que vous mettez en place ce qu'on appelle un IPCI, un projet important d'intérêt commun européen, la Commission européenne vous autorise à subventionner des filières industrielles ou énergétiques. Et c'est une dérogation aux règles du marché commun qui interdit les pays de subventionner. Il ne faut pas qu'il y ait de décalage, en fait. Si demain la France subventionne à 3000% son industrie automobile pour casser l'industrie automobile allemande, qui n'aurait pas de subvention, ça n'aurait pas de sens. Donc c'est pour ça qu'on veille par rapport à ça. Mais il y a des pays de l'Est notamment qui sont contre ces logiques d'alliance européenne, parce que ces pays n'ont absolument pas les moyens d'apporter des subventions d'État à leur tissu industriel, qui souvent est beaucoup plus faible que le nôtre. Donc, vous voyez, c'est pas très simple, mais il n'y aura pas de pénalisation. Je veux dire, chaque pays, chaque État membre reste responsable de son mix énergétique. Merci beaucoup. Alors, on va prendre les questions en direct. Donc, si vous voulez prendre la main pour les participants, donc vous pouvez cliquer sur le lever la main. Et s'il n'y a plus personne qui veut prendre la parole, on prendra les questions avant de quitter sur la conversation. Alors, il y a une... Alors, Monsieur Donald Berquet, je vais vous donner la main. Allez-y. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Très bien. Merci. Merci, Monsieur Grudler. Vos explications sont très claires et je vous en remercie beaucoup. Ma question porte sur, vous l'avez abordé, sur la taxonomie européenne. Je voulais savoir, j'ai compris que le nucléaire n'était pas encore, je l'espère, éligible pour cette finance verte, permettre l'accès donc à ces financements privés. Je voulais savoir si le gaz, lui, l'était, ou s'il est un peu dans la même catégorie que le nucléaire, et quels sont les arguments qui peuvent faire que le gaz serait éligible dans cette taxonomie, à part contenter l'Allemagne, si je puis me permettre, sachant qu'il relâche quand même 70 fois plus de CO2 que le nucléaire, et que c'est quand même une dépendance, comme vous l'avez dit, vis-à-vis de certains pays fournisseurs comme la Russie ou le Moyen-Orient, et non seulement une dépendance, mais une vulnérabilité. Et puis également, y a-t-il eu des conditions d'émission de CO2 pour l'éligibilité du gaz? Voilà, merci. Merci pour votre question. Alors, la taxonomie, donc, vous l'avez redit, mais c'est important quand même de préciser, c'est effectivement l'autorisation par l'Europe d'avoir des levées d'investissement privés pour telle ou telle énergie qui permettent d'atteindre les objectifs du Green Deal. Et alors, le gaz est quand même quelque chose d'extrêmement controversé aujourd'hui au niveau européen, comme le nucléaire d'ailleurs. Mais sauf que le gaz est sans doute plus clivant, dans le sens où il y a des pays totalement pro-gaz, très nettement, et qui arrivent à se mobiliser toutes tendances politiques confondues, et des pays qui sont plutôt nuancés, enfin des pays qui sont plutôt contre. Et en fait, sur le gaz, le rôle de transition a été reconnu au gaz. Énergie de transition, c'est-à-dire une énergie jusqu'en 2050, on va dire, et après, ça sera fini. Bon. Alors, après, c'est quand même assez difficile d'imaginer des investissements qui sont rentabilisés à 30 ans. C'est un petit peu compliqué, me semble-t-il. Alors, l'idée, c'est simple, c'est de dire, voilà, la Pologne, vos usines de charbon, le charbon, il n'y a rien qui pollue plus que le charbon en termes de carbone. Donc, écoutez, vous arrêtez le charbon et vous prenez du gaz. Là, le gaz, ça va réduire de moitié, à peu près, de moitié les émissions par rapport au charbon. Donc, c'est toujours mieux que rien. Donc, faites du gaz. Voilà. C'est à peu près ça l'idée qui a été retenue, envisagée, qui est encore aujourd'hui l'objet de débat.
Alors, la taxonomie est quand même très mal partie. Hein. Frans Timmermans, le vice-président de la Commission européenne en charge du Green Deal, donc il a lancé une sorte de consultation pour demander aux gens ce qu'ils pensaient de la taxonomie. Et donc, finalement, il y a eu 46 500 remarques qui ont été envoyées à la Commission européenne. Je peux leur dire que ça n'allait pas. 46 500. C'est pas 2-3 dans un coin ou quelques milliers. Non, ils ont eu 46 500 remarques. Il faut dire que ça part dans tous les sens et c'est un peu n'importe quoi, cette taxonomie européenne. Quand vous regardez dans le détail les sujets, enfin, il y a des moments, voilà. Je prends un exemple très concret qui ne vous concerne pas directement, mais le transport aérien est la cible des écologistes. Tous ceux qui sont ultra écolos, on va appeler ça comme ça, parce que le transport aérien, c'est mal, c'est pas bien. Ça pollue, c'est sale, etc. Bon, le transport aérien, c'est 3% des dégagements de CO2 hein, dans l'Union européenne. Les data centers et le numérique, c'est 9%. 3 fois plus. Bon, c'est juste pour vous donner un peu quelques indications. Eh bien, OK, le transport aérien, il pollue. Pour l'instant, c'est du kérosène, donc c'est effectivement des dérivés de pétrole. Eh bien, la taxonomie européenne interdit les investissements privés pour les avions verts. Donc, il y a un certain nombre de start-up, de PME qui travaillent sur des petits avions à hydrogène. Il y a Airbus qui travaille sur de grands avions à hydrogène. Ils n'ont pas le droit à la taxonomie. Pourtant, leur but, c'est d'arriver au Green Deal, c'est de défendre quelque chose de décarboné. Donc, il y a une totale incohérence. Et là-dedans, effectivement, le nucléaire a été déqualifié. Et moi, je trouve ça vraiment moche qu'on puisse faire un traitement à part. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on examine tout ce qui est éligible à un accord européen pour atteindre le Green Deal, pourquoi est-ce qu'on mettrait de côté telle ou telle énergie? Pas de raison, c'est un package. Après, on peut débattre au Parlement. Si dans le package, on peut essayer de sortir l'un ou l'autre. Mais c'est différent que ça se fasse au niveau des parlements plutôt que d'arriver en disant, attendez, le Parlement, voilà, toutes les énergies, sauf le nucléaire, hein, ça vous l'aurez dans 6 mois. Voilà. Donc là, il y a une sorte d'incompréhension. Alors, j'allais dire que l'incompréhension, elle est même partagée au plus haut sommet de l'État français, puisque la France s'est quand même bagarrée pour obtenir un accord au Conseil européen pour que le nucléaire figure bien dans la taxonomie. Et le Conseil européen a validé cet accord. Et derrière, le Parlement arrive avec une rapporteure du PPE qui vient de Finlande, Mme Pietikäinen, et qui arrive en trilogue, donc dans les négociations, et puis qui dit non, il faut une enquête de spécialistes, d'experts sur le nucléaire. Ils n'auront pas le temps de rendre compte maintenant. Alors, ils n'auront pas le temps de rendre compte, les experts, parce qu'il a fallu 6 mois pour les convoquer. Donc, il y avait une volonté de nuire à la base, parce que si les experts sur le nucléaire avaient été réunis tout de suite, il n'y aurait aucun problème de décalage. On a attendu des mois avant de dire, bon, maintenant, on va réunir les experts. Oh, c'est trop tard pour l'acte délégué sur la taxonomie. Ils ne pourront pas rendre le rapport à temps. Bon, ben, c'est pas grave, on va mettre le nucléaire à part. Alors, je vous rappelle quand même que le rapport des experts, c'est pour le fameux « do not harm », c'est-à-dire prouver qu'il n'y a pas de danger environnemental majeur avec le nucléaire. Et donc, on attend le rapport en fait, de ces experts pour décider ou pas d'intégrer dans la taxonomie. Donc, ça, c'est toujours en cours. Moi, j'ai posé une question directement à la Commission européenne, puisque suite à ces 46 500 interventions, la Commission a dit qu'elle était incapable de publier l'acte au mois de janvier, voire même février, plutôt mars-avril. Moi, j'ai carrément proposé autre chose. J'ai dit, écoutez, plutôt que de publier ça en mars ou avril, vous allez attendre le mois de mai. Et au mois de mai, vous mettrez le nucléaire avec tout le monde. Puisque là, les experts auront eu le temps de rendre leur avis. Bon, pour l'instant, je n'ai pas de réponse, mais je vais continuer à agir assez efficacement là contre. Alors, évidemment, hein, je ne veux pas à chaque fois du nucléaire de façon très libre, mais évidemment, je milite aussi à titre personnel pour qu'on arrive à trouver en recherche et développement les moyens de réduire le plus possible les déchets nucléaires. Hein. Bien évidemment. Et je pense que vous, jeunes qui vous intéressez à ces questions du nucléaire, l'avenir du nucléaire ne se fera pas si on n'arrive pas à réduire encore plus l'impact des déchets nucléaires. Et donc, en recherche et développement, il y a plein de choses à faire. Et je pense que
ça peut être des bonnes pistes de recherche pour vos jeunes ingénieurs, d'essayer de trouver effectivement des voies nouvelles peut-être dans ce domaine-là. Mais voilà, en tout cas, pour répondre sur la taxonomie, il y a effectivement un traitement un peu différencié pour le gaz par rapport au nucléaire. Et globalement, au-delà de la taxonomie, vous l'avez vu dans le fonds de transition juste dont je vous ai parlé tout à l'heure, le gaz qui dégage un peu de CO2 est éligible dans certains cas, alors que le nucléaire qui ne dégage pas du tout, n'est pas du tout éligible. Et ça, c'est un peu une raison de discrimination. Je ne suis pas contre le gaz. Hein. Je pense que le gaz peut faire partie de quelque chose de global, parce que dans un tube de gaz, on peut mettre du biométhane, on peut mettre 30% d'hydrogène. Voilà, il y a moyen aussi d'arriver petit à petit à des gaz un peu plus vertueux. Mais la façon qu'on a aujourd'hui on va dire, d'en faire de trop, sans doute, au profit d'une énergie, est pour moi un élément de déstabilisation énergétique européenne. Merci beaucoup. Alors, il y a une main levée. Je vais donner la parole à Valérie Faubon. Bonjour, monsieur le député. Merci beaucoup. J'ai une pensée particulière pour cet amendement que vous aviez déposé, parce que je crois que c'était la veille de la COP 25 à Madrid. Et on avait toute une équipe de jeunes volontaires à Madrid. Et je pense que ça leur a vraiment fait chaud au cœur quand ils ont vu que le Parlement européen avait voté cet amendement. Donc, merci encore. Alors, moi, j'ai une question un peu différente, parce que je vous entendais parler d'espace. Et vous savez qu'on ne peut pas aller loin dans l'espace sans nucléaire. Les rovers qu'il y a sur Mars actuellement de la NASA, ils sont alimentés par des petites piles nucléaires. Donc, il y a tout des tas d'organismes. Bon, évidemment, en France, on a à la fois le CNES et puis le CEA, mais il y a plein d'organismes européens qui ont la capacité aujourd'hui de travailler sur ces petits moteurs nucléaires pour aller dans l'espace. Donc, est-ce qu'il y a, vous en avez entendu parler, est-ce qu'il y a un projet là-dessus? On a entendu que Thierry Breton voulait relancer l'industrie spatiale européenne et la conquête spatiale, et ça, c'est vraiment un atout formidable. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer? Mais merci. Alors, bon, je suis rapporteur pour mon groupe du programme spatial européen, donc je suis encore une fois dans la thématique. Donc, effectivement, il y a toute une volonté, au nom de l'autonomie stratégique européenne, de développer le spatial. Et on en parle très régulièrement avec Thierry Breton, notamment pour préserver nos 50 000 emplois liés à l'espace qu'on a actuellement dans l'Union européenne, dont à peu près un quart, d'ailleurs, se trouve en France. Hein. Donc, c'est un enjeu extrêmement important. Alors, c'est le CNES, c'est l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, c'est tout. On a aussi une agence de l'Union européenne qui s'appelle l'EUSPA, qui travaille aussi sur ces questions-là. Alors, très honnêtement, la perspective d'exploration est quand même sur du moyen terme, hein, puisque là, on vient de valider le programme 2021-2027, qui est un programme surtout pour l'observation de la Terre, pour la géolocalisation et pour les télécommunications. Donc, pour l'instant, on n'est pas dans l'exploration. L'exploration, ça coûte extrêmement cher, avec des retombées plutôt faibles, hein, au niveau spatial. Galileo, c'est de la géolocalisation. Il y a 2 milliards d'utilisateurs au monde. Les satellites Copernicus viennent en aide lors de catastrophes naturelles. Ce sont les meilleurs satellites d'observation de la Terre. Donc, ça rend des services directs à la population. L'exploration, c'est plus peut-être du domaine du rêve, mais il faut rêver, hein, c'est aussi important. Et donc, dans l'esprit de Thierry Breton, le retour de l'Europe dans le domaine de l'exploration, c'est après 2027. Mais il faut y penser dès maintenant. C'est-à-dire la recherche, le développement, les modules lunaires, martiens ou ce que vous voulez, c'est effectivement quelque chose qu'il faut imaginer dès maintenant, même si budgétairement, ça ne va pas se transcrire dès cette année. Et ouais, je vous rappelle qu'il y a aussi l'objectif, effectivement, d'aller sur Mars. On aimerait bien que ce soit les Européens qui soient les premiers sur Mars. Et avec Thierry Breton, on a émis un vœu comme ça, qui était de dire, voilà, pourquoi est-ce que le premier homme sur Mars, ce ne serait pas une femme aussi? Je ne dis pas ça, Valérie, parce que c'est vous qui avez posé la question, mais c'est vrai que ça pourrait être symboliquement que si les Européens pouvaient venir avec la première femme à poser un pied sur Mars, ça pourrait être quelque chose d'absolument fantastique. Et évidemment, l'énergie nucléaire est indispensable pour l'exploration de l'espace. Hein. Ça, c'est clair, il n'y a pas d'équivalent. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Il n'y a pas d'autres mains levées, donc on va prendre une à deux questions écrites et puis après, on va conclure ce webinaire. Donc, question d'Alban. Est-ce que les réductions d'émissions correspondent aux émissions domestiques ou bien à l'empreinte carbone? Ajout des émissions importées, soustraction des émissions exportées. Eh bien, l'empreinte carbone, ça sera tout. Donc, et notamment pour ce mécanisme d'inclusion carbone aux frontières, on va compter tant la production que les moyens de transport, enfin, tout est pris en compte. Donc, et c'est le plus juste, c'est de faire ça quand même. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre une deuxième question écrite. Ensuite, les autres questions, je pense qu'on va les garder et on essaiera d'échanger ensuite après avec vous plus individuellement pour au moins apporter réponse à ceux qui ont posé leurs questions. Donc là, ce sera une question de Yann Morvan. Donc, même si aujourd'hui, la plupart des gens ont l'air en phase sur les objectifs finaux, est-ce que la vitesse de prise de décision est en cohérence avec les enjeux sociétaux? Alors là, vous parlez pour le Green Deal, je pense, ou vous parlez de quel les objectifs. Pour moi, ça serait les objectifs également au niveau de croissance PIB en cohérence avec les objectifs du Green Deal. Après, si Yann, on peut lui donner la main s'il veut compléter. La question, je peux préciser la question. Oui, allez-y. Bonjour, monsieur le député. C'est principalement sur les objectifs de réduction de l'empreinte carbone globale que chacun doit réaliser au niveau individuel et collectif. La question porte un peu sur la dynamique. Est-ce qu'elle n'est pas finalement pas complètement en phase avec ce qu'on veut, ce qu'on veut éviter, c'est-à-dire le réchauffement au-delà des 2 degrés? Voilà. Alors, on a déjà un bilan en 2020, parce que vous savez qu'à fin 2020, on a déjà pu faire un premier bilan, notamment par rapport aux accords de Paris, par rapport à d'autres textes qui avaient été émis. À fin 2020, on n'y est pas à l'objectif, et tout le monde dit que ça va être extrêmement difficile d'arriver à baisser la température de la planète Terre en 2050, parce que pour l'instant, on n'y est pas. Mais, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure avec l'idéal. Qui est-ce qui disait ça? C'est un explorateur qui disait qu'il ne faut jamais avoir peur de viser la Lune, même si on ne l'atteint pas, parce que si on ne l'atteint pas, on finit quand même dans les étoiles. Je trouvais cette formule très, très belle. Et en fait, on se fixe un objectif hyper ambitieux pour 2050, et plus on s'en approchera, plus ça sera. Si on l'atteint, c'est parfait. Si on le dépasse, c'est super parfait. Mais si on n'est pas très loin, c'est pas si grave, parce qu'on a fait tous les efforts pour y arriver, et on poursuivra l'effort, et la marche d'après, on l'atteindra. Et donc, c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Aujourd'hui, en fin 2020, on a fait un bilan, on a vu qu'on avait du retard. Ça a servi d'électrochoc à tout le monde. On sent, oui, on ne va pas y arriver. Et puis, l'opinion publique est aussi très sensible par rapport à ça. Donc, les industriels, les énergéticiens, tout le monde se pose la question. Bon sang, oui, on ne peut pas, vis-à-vis du grand public, dire c'est pas grave, on n'y arrive pas. Donc il y a un travail pédagogique à faire, et le fait de constater des décalages avec des étapes intermédiaires permet de sensibiliser. Alors, ça ne veut pas dire que quand on sera à l'objectif, je ne sais pas moi, en 2025 ou 2030, on peut se reposer sur nos deux lauriers en disant c'est bon, sur nos lauriers en disant voilà, on est tranquille. Non, je veux dire, il faudra évidemment poursuivre l'effort, mais aujourd'hui, on n'est pas, pour être honnête, là, au moment où je vous parle, on n'est pas encore arrivé à l'objectif, on n'est pas sur la bonne trajectoire, on est encore légèrement décalé. Et pourtant, il y a eu la crise du Covid, il y a eu l'arrêt des liaisons aériennes, il y a l'arrêt des transports, qui normalement auraient dû faire baisser très très fortement les dégagements de carbone. Il y en a eu un peu, mais pas non plus de façon extrêmement marquante. Mais bon, effectivement, aujourd'hui, il faut admettre qu'il y a un décalage et qu'il va falloir se mobiliser pour le rattraper. Merci beaucoup, Christophe Grudler, pour nous avoir permis d'échanger avec vous, de répondre à nos questions et surtout de nous avoir permis d'avoir une fenêtre, un petit peu d'ouverture qu'on n'a pas forcément l'occasion toujours d'avoir sur les décisions européennes et un petit peu la stratégie qui est abordée. Donc, merci beaucoup à vous.
Je vais pas forcément mettre la dernière slide, ça sert pas forcément à grand chose. Donc merci également aux personnes qui ont organisé, c'est-à-dire Quentin Blachon, Rodolphe Couvois et Aurore Rezet qui n'a pas pu être présente malheureusement ce soir. Et merci à vous tous pour être venus quand même nombreux et nombreuses pour écouter l'avenir et le Green Deal au niveau de l'Europe. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.